Est-ce qu'on y va? Oui. Madame la ministre, Madame la sous-préfète, Monsieur le député, bonjour à tous. Bienvenue à ce symposium Sustainability in Cardiac EP que nous avons organisé conjointement avec les centres de Bordeaux, de Lyon, de Paris et de Toulouse. Alors je crois qu'il y a quelques Parisiens qui sont encore dans le train, qui ont un retard de TGV, mais ils vont nous rejoindre très rapidement. Donc avant toute chose, je tenais à vous remercier sincèrement. Vraiment, je suis très touchée de voir tout le monde réuni ici aujourd'hui pour votre enthousiasme et votre mobilisation immédiate sur ce sujet qui nous permet d'être tous réunis aujourd'hui pour réfléchir ensemble à la réduction de l'impact environnemental de la santé avec le cas pratique de l'électrophysiologie cardiaque. Je tiens à saluer les médecins, les soignants, les directeurs d'hôpitaux, les professionnels du développement durable, les industriels qui sont nombreux aujourd'hui et les chercheurs de la cardiologie, mais aussi d'autres disciplines médicales qui sont venus pour partager leurs initiatives, leurs idées et leur expertise pour repenser ensemble la façon dont nous délivrons les soins, et cela dans l'objectif de réduire l'impact sur la planète. Donc notre challenge principal aujourd'hui sera le temps, d'une part pour respecter l'agenda de notre symposium qui est très riche, et je crois qu'on a déjà un petit peu de retard, et d'autre part pour agir, parce que nous savons maintenant l'action est urgente. Pour introduire la thématique qui nous préoccupe aujourd'hui, je vais vous passer une petite vidéo d'une patiente hollandaise, Maria Keijsk, qui est atteinte d'un cancer du sein. Alors, pouvons-nous faire autrement? Voilà la question qui va guider notre journée. Merci beaucoup, Julie. Merci pour tout ce que tu as fait pour cet institut et pour la prise de conscience que tu nous as très largement fait prendre. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir à l'IHU Lyrique, qui est un des six IHU de la première vague du plan d'investissement d'avenir. Ce qui veut dire que nous existons grâce à la puissance publique qui a consenti un effort majeur pour accélérer la recherche et l'innovation au service des patients. Et on est très sensible à cet effort. Et puis nos fondateurs, l'Université de Bordeaux, le CHU de Bordeaux, l'INRIA, la région Nouvelle-Aquitaine ont toujours été à nos côtés dans cette belle ambition. Alors, la santé est le bien le plus précieux. Et notre santé est très directement liée à celle de la planète. Nous le constatons chaque jour un peu plus. Le paradoxe est que la santé produit 5% des gaz à effet de serre et des quantités absolument massives de plastique. Les gaz à effet de serre, c'est l'hyperthermie planétaire. Le plastique, c'est le cancer qui s'infiltre partout dans la planète. Et c'est tout de même assez préoccupant. Et je pense que cette vidéo le montre de manière tout à fait émouvante. On voit la schizophrénie dans laquelle on est. On veut bien sûr soigner les gens du mieux possible, mais en même temps, si c'est pour tuer la planète et l'espèce, ça n'a pas de sens. Et donc, il faut intégrer ça dans nos réflexions maintenant. Malheureusement,
j'ai l'impression, et là je ne parle pas en tant que directeur de l'IHU, mais à titre personnel, j'ai l'impression que nos sociétés annihilent le bon sens quelque part et que nous refusons la notion même de risque. Et pourtant, le risque est intrinsèquement lié à la vie. À partir du moment où on est en vie, on court un risque, et même plusieurs. Or, en médecine, on prend nos décisions sur la base d'une analyse du risque, ou plutôt du ratio bénéfice-risque. Et je pense que c'est ça qui doit nous guider dans les autres domaines et dans celui du développement durable, par exemple. Les outils que nous utilisons pour soigner les patients sont des merveilles de technologie. La complexité, le raffinement vont croissant dans une course qui semble infinie et qui contribue au progrès de la médecine. Et c'est aussi la raison d'être des IHU. C'est bien, c'est même très bien, mais les notions de durabilité, d'impact sur la planète, sur les ressources ne sont pas assez prises en compte. Les cathéters que nous utilisons en électrophysiologie cardiaque, ces outils incroyables, sont encore en pleine forme à la fin d'une intervention. La loi nous oblige à les jeter. D'autres choix existent pourtant. D'autres pays ont fait ces choix. C'est de pratique courante en Angleterre, aux États-Unis, en tout cas dans certains États, les États pour être un État voyou et plutôt connu pour son hygiène scrupuleuse. Ce que l'Europe permet, la France s'y refuse. Nous sommes contraints par la loi à la pire des solutions, la poubelle. Nous ne pouvons pas non plus les vendre ou les donner à des entreprises qui pourraient les recycler en partie. Ce modèle n'est pas tenable. Nous faisons d'ailleurs face à des ruptures de stock de plus en plus fréquentes qui compromettent les soins et nous continuons à jeter nos ressources alors même qu'elles sont de plus en plus limitées. Les médecins doivent être les garants de la qualité et de la sécurité des soins. Les risques infectieux, la transmission de maladies ou la dégradation des performances sont de vrais sujets, mais ils ne doivent pas nous empêcher d'évaluer la possibilité de réutiliser le matériel médical, y compris le matériel médical qui est qualifié d'usage unique actuellement. Nous avons le devoir, je veux dire par nous, tous les acteurs, nous avons le devoir de tout repenser sans tabou. C'est compliqué, ça doit commencer dès le cahier des charges des matériels de santé et ça inclut des aspects aussi divers que le transport ou le packaging. La loi doit évoluer, elle doit aussi favoriser les industriels qui font ou qui feront des efforts dans ce sens. Si nous sommes volontaires et que nous travaillons ensemble, c'est à notre portée. Nous sommes très heureux de vous accueillir au Lyrique pour ce symposium qui a été co-organisé par 4 centres de santé avec nos amis de Toulouse, de Lyon et de Paris. Le Lyrique sera actif, volontaire et facilitateur. Et cela devrait être naturel de par sa de par sa nature, son implication dans l'innovation, son habitude du travail pluridisciplinaire et sa culture des partenariats publics-privés. Nous avons souhaité ouvrir ce symposium aux autres disciplines médicales, car à plusieurs, nous réfléchirons mieux. Il en va de la pérennité des soins et même de celle de l'humanité. Je vous remercie d'être là pour cette journée. Sachez qu'il y a plus de 100 personnes qui sont connectées online aussi pour cette journée, qui a un caractère particulièrement important pour nous. Merci beaucoup d'être là. Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Donc, je suis Raphaël Yvain, secrétaire général du CHU de Bordeaux. Je représente Diane Dubien, le directeur général qui aurait souhaité être là, il ne pouvait pas l'être. Il m'a demandé de le représenter et vous savez qu'il est très investi sur ces sujets. Je veux remercier la direction de l'IHU d'avoir organisé cette journée. Et surtout, vous l'avez dit avec des mots forts, professeur Jaïs, de mettre en lumière un sujet qui est aujourd'hui incontournable, qui d'un côté est porteur de sens parce qu'il permet un engagement fort des professionnels et de tous les acteurs du système de santé. Et vous l'avez dit aussi, il illustre peut-être tout le paradoxe ou toutes les incohérences auxquelles on est confronté au quotidien. Donc, effectivement, aujourd'hui, je pense que le défi, et c'est heureux que des organismes d'excellence et reconnus internationalement comme l'IHU et comme les centres hospitalo-universitaires qui sont partie prenante de cette journée, s'engagent pour inventer des organisations et des pratiques qui permettent de préserver les ressources et remettre de la cohérence à nos fonctionnements et à nos organisations.
On sait tous, et là aussi, je crois que cette journée l'illustre, qu'on ne pourra pas le faire seul, chacun dans son coin. La seule voie possible, c'est celle de l'action collective, celle, bien sûr, de l'engagement des leaders scientifiques et médicaux, des établissements de santé, tous les acteurs du système de santé, les usagers qui ont aussi un rôle fondamental pour accompagner et puis intégrer ces nouvelles modalités d'organisation des soins, les institutions bien sûr, les industriels et le travail avec tous les pouvoirs publics parce que, vous l'avez dit, il y a un certain nombre de freins qui restent à lever. Vous avez évoqué la question réglementaire et de la loi. Il y a aussi aujourd'hui des freins qui peuvent être d'ordre financier, des compétences disponibles et l'urgence écologique et les enjeux également de continuité des soins font qu'on doit pouvoir travailler à lever l'ensemble de ces blocages collectivement. En tout cas, c'est l'ambition du CHU de Bordeaux de contribuer à cet effort. Un des objectifs prioritaires de notre projet d'établissement, c'est d'accélérer la transformation écologique du CHU. Donc, il y a des nombreux projets qui sont en cours. Je citerai le projet désormais assez connu des unités durables. J'en citerai qu'un parce que celui-là, il a la spécificité de travailler, de faire confiance avec les usagers, les professionnels de santé au cœur de l'activité de soins. Et je pense sincèrement que c'est avec cette dynamique qu'on arrivera à transformer en profondeur notre système et à inventer ces nouvelles pratiques et organisations que l'urgence écologique nous impose, mais que nous appelons aussi tous de nos voeux. Donc je pense qu'avec cette dynamique d'excellence, d'innovation, d'engagement de tous les acteurs et puis de travail pour lever les différents leviers, nous pourrons répondre au triple enjeu qui est devant nous, celui de limiter l'empreinte environnementale des activités de santé, qui est réel. Vous avez mentionné le chiffre du Lancet sur les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. En France, c'est un peu plus, c'est 8% selon le Shift Project. J'imagine qu'on en reparlera. Aussi, nous adapter aux conséquences des catastrophes écologiques. Je crois que la Gironde, malheureusement, est en première ligne, mais c'est le cas partout dans le monde. Et enfin, être à la hauteur de ce qu'on oublie assez souvent quand on évoque les crises écologiques, celui de santé publique, qui va aussi être majeur. Et les plus grandes revues médicales l'ont indiqué dans une tribune qui est sortie juste avant la sortie du dernier rapport du GIEC. New England, The Lancet était signataire de cette tribune, et donc il considère que la crise écologique sera le défi de santé publique majeur ou premier pour le 21e siècle. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer pour préserver l'essentiel et l'action collective, encore une fois, est le meilleur moyen d'y parvenir. Donc merci Madame la Ministre de votre présence et de votre soutien à cette journée. Merci à tous et puis je vous souhaite une bonne journée de conférence. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens évidemment, avant de prendre davantage la parole, saluer tous les acteurs qui ont permis l'organisation de cette journée, toute la direction de l'IHU évidemment, tous les professionnels de santé qui sont présents aujourd'hui, Monsieur le député, Madame la sous-préfète, ravie de votre présence, également les élus présents. J'ai vu Monsieur Stark tout à l'heure, je ne le vois plus là, mais il était présent également, adjoint à la ville de Pessac. Bon, pour moi, c'est évidemment un réel plaisir de venir aujourd'hui parce que c'est pour moi un retour ici. C'est vrai que je viens aujourd'hui échanger sur l'économie circulaire et le sujet du réemploi, mais j'étais venue en tant que députée de la 7e circonscription sur le précédent mandat, donc échanger avec vous sur les thèmes des maladies cardiaques héréditaires et de la prévention de la mort subite. Et c'est un sujet évidemment important, complexe, et j'avais eu l'occasion de pouvoir l'aborder avec vous et notamment de présenter la proposition de loi qui avait été votée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et c'était évidemment une avancée considérable, et donc on espère qu'elle portera ses fruits, mais vous étiez déjà moteur sur le sujet et très
est très attentif à ce que ça avance. Et donc, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir voir que vous êtes toujours attentif à des sujets qui sont des sujets d'actualité, des sujets qui sont brûlants. Je pense que pour la région, c'est un peu même un mot un peu compliqué à utiliser en ce moment. Mais en tout cas, voilà, le sujet de l'économie circulaire et du réemploi est évidemment important et parfois un peu complexe à imaginer dans le domaine de la santé, particulièrement en France, mais vous avez pu démontrer dans vos propos, les propos liminaires que vous avez tenus, que c'est possible et que ça se fait aussi ailleurs. Donc c'est évidemment aujourd'hui, en ma qualité de secrétaire d'État à l'écologie, que je reviens pour ouvrir ce symposium sur le thème du développement durable dans le domaine de la cardiologie électrophysiologie. Je vais commencer à être très technique maintenant à force de venir vous voir. D'ailleurs, c'est la 3e fois que je viens vous voir. Donc, je suis vraiment très attachée à ce que vous faites et à l'établissement. Et je suis évidemment aussi attachée au territoire, à ce territoire qui est mon territoire voilà, où j'ai été élue et où je vis. Donc, je suis fière évidemment que cet établissement soit pionnier dans ce domaine et que vous lanciez cet élan de réflexion dans le secteur hospitalier qui est en effet très générateur de déchets. Donc, la remise en question de nos pratiques professionnelles quotidiennes autant que nos pratiques personnelles doit être à la base évidemment de l'évolution de notre société pour qu'elle devienne plus durable et également plus soutenable. Et la santé, comme tous les autres secteurs, doit se mobiliser dans le respect des enjeux sanitaires, bien entendu. Et vous le savez, donc cet été a été exceptionnellement chaud et sec partout en Europe, avec des incendies très marqués. Et alors que la guerre et les tensions géopolitiques se sont aussi cristallisées à nos portes, s'il fallait, cela a au moins permis de convaincre les derniers sceptiques de l'urgence à répondre aux enjeux écologiques et énergétiques de notre époque. Et les ressources de notre planète sont limitées, nous le savons, et donc pour plus de résilience, notre économie doit évoluer vers plus de sobriété et nous devons impérativement revoir nos modes de vie et de consommation. Donc la priorité du gouvernement est de répondre à la dépendance de notre économie et de notre mode de vie aux énergies fossiles et à certaines matières critiques nécessaires pour la fabrication notamment de nos produits. Et de près ou de loin, vous avez sans doute été touché vous-même par des difficultés d'approvisionnement ou de hausse de prix, comme de nombreux Français. Et fatalement, nous nous rendons compte que nos modes de consommation conduisent à une surexploitation des ressources de notre planète qui n'est plus tenable. Donc, il participe évidemment aussi au réchauffement climatique et impacte les écosystèmes de notre planète ainsi que la biodiversité, qui est un sujet dont j'ai la charge au sein de mon portefeuille ministériel. Donc, un de nos leviers d'action, c'est le développement d'une économie circulaire. Et c'est vrai que le modèle extraire, produire, consommer, jeter doit progressivement devenir l'exception. Moi, je veux pousser ce levier au maximum et je veux réduire drastiquement notre empreinte environnementale et pour économiser évidemment nos ressources. C'est bien ça l'objectif. Et c'est grâce à la mobilisation des acteurs comme vous êtes, enfin, voilà, vous-même, qui prenez la mesure de ce défi que nous y arriverons. Et cette dynamique, elle a déjà été enclenchée ces dernières années par le gouvernement avec différentes lois. Nous avons eu l'occasion de les évoquer tout à l'heure lors de notre moment d'échange, mais il y a eu la loi anti-gaspillage en 2020, ensuite la loi climat et résilience en 2021, et nous accompagnerons, nous continuerons d'accompagner la transition de notre économie et nos modes de consommation. Ça passe d'abord par la réduction au maximum de la consommation de produits à usage unique. Également, on a le besoin de soutenir la réparation, donc pour accroître la durée de vie des produits et de développer aussi la réutilisation et la remise en état des produits usagés afin de leur donner plusieurs nouvelles vies. Et puis, enfin, de recycler les produits qui ne pourront plus être réutilisés. Et pour ça, nous mettrons en place des incitations économiques qui soutiendront les produits éco-conçus et nous supprimons progressivement les produits non réparables, non réutilisables, non recyclables du marché. Je sais que ces évolutions, évidemment, elles vont mettre un certain temps à se mettre en place. Ce ne va pas se faire du jour au lendemain et qu'elles nécessiteront évidemment les efforts de tous. Mais je veux vraiment vous dire que nous souhaitons accompagner tous ceux qui prendront ce chemin et nous serons aussi vigilants à ce que personne reste au bord du chemin.
Ça, c'est important. En fait, plus qu'une simple évolution, c'est une transition qui nous offre également l'opportunité de relocaliser notre production et notre économie et évidemment nos emplois. Et c'est l'opportunité aussi de réconcilier l'environnement et le pouvoir d'achat. Parce que les produits plus durables et mieux réparés, c'est une économie par rapport à l'achat d'un produit neuf. Mais aussi, les produits reconditionnés, c'est du gain de pouvoir d'achat et un faible impact sur l'environnement. Donc avec l'ADEME, d'ailleurs j'ai le plaisir d'avoir deux représentants de l'ADEME ce matin, je vois M. Poitvin juste en face de moi. On publie aujourd'hui une étude qui montre que les produits numériques reconditionnés génèrent en moyenne un impact environnemental 3 à 4 fois plus faible que les produits neufs. Ça, c'est important de le signaler et donc de prendre en compte cette étude et donc de continuer en ce sens. Et puis, par ailleurs, pour définir notre stratégie pour le réemploi, je lancerai dans les prochains jours une concertation sur la feuille de route du nouvel Observatoire national du réemploi et de la réutilisation. Et cette feuille de route, elle sera présentée au Conseil national de l'économie circulaire d'ici la fin de l'année. Donc aujourd'hui, il sera question de réfléchir sur vos outils et vos pratiques. Et le secteur de la santé est un très grand consommateur de produits plastiques à usage unique. C'est en effet en me penchant sur le sujet que je m'aperçois de la masse de déchets que produit le secteur de la santé. Et vous utilisez aussi de nombreux équipements électroniques et des dispositifs d'aide technique. Donc, c'est des filières d'économie circulaire avec des éco-organismes qui existent déjà dans le secteur de la santé, mais ces structures ont fait leurs preuves, mais doivent encore aller plus loin. Et c'est vrai qu'en France, on est un peu en retard par rapport à nos pays voisins et il y a beaucoup à apprendre d'eux. Il faut savoir quand même qu'en France, ce sont 10 000 tonnes de médicaments non utilisés par les ménages qui sont ainsi pris en charge gratuitement chaque année afin d'être traités sans impact pour l'environnement. Donc, il y a déjà des choses qui se font. Et c'est aussi 1 milliard de dispositifs médicaux perforants qui sont également collectés chaque année en toute sécurité, évidemment, et gratuitement auprès des patients qui sont en autotraitement à la maison. Donc, ça évite de retrouver ça dans les déchets du quotidien et donc, du coup, dans nos poubelles classiques, en tout cas les contenants ménagers. Et concernant ces dispositifs, moi je lancerai aussi prochainement avec le ministre de la Santé, François Braun, les travaux de préfiguration d'une nouvelle filière d'économie circulaire pour les dispositifs d'aide technique utilisés par les patients. Quand on parle d'aide technique, on parle évidemment tout ce qui est béquilles, fauteuils roulants et autres matériels qui pourraient être davantage réutilisés, réparer, reproposer donc à parfois des patients qui ont moins de moyens et on sait qu'il peut y avoir des disparités en tout cas d'équipement en fonction des moyens des uns et des autres. Et donc notre objectif sera de développer massivement le réemploi de ces dispositifs. Donc ces filières mises en place il y a plusieurs années pour maîtriser les risques sanitaires et l'impact sur l'environnement de ces déchets doivent aujourd'hui aller plus loin, c'est sûr, et même là où cela paraît complexe, comme dans le secteur de la santé. Et tout ceci, évidemment, en garantissant la maîtrise des risques sanitaires. C'est ainsi qu'un cadre réglementaire expérimental a été mis en place en 2021 pour recycler les contenants plastiques en collecte des déchets perforants à risque infectieux. Ce sont les boîtes qui permettent de recevoir les seringues notamment. Et ça, c'est quelque chose qu'on souhaite voir aboutir pour que ces boîtes n'aient pas besoin d'être détruites, d'être brûlées après chaque utilisation. Donc plus largement, il faut qu'on s'interroge sur la manière dont consomme le secteur hospitalier et vous l'avez dit, c'est vrai, ce secteur génère 1 million de tonnes de déchets chaque année. Et ce qui est certain, c'est qu'il existe un très fort potentiel de développement de l'économie circulaire. Et je sais que des initiatives exemplaires sont déjà prises localement. Nous transformons notre modèle qu'en faisant confiance aux acteurs de terrain que vous êtes. Et cette journée vraiment participe à cela. Vous êtes des experts, des spécialistes et donc les mieux placés pour identifier les voies de progrès afin de réduire l'impact du secteur sur l'environnement tout en garantissant la maîtrise des risques sanitaires. Donc la transformation de notre modèle elle passe évidemment par l'implication de tous et
Cette journée, ce symposium, ces tables rondes que vous avez prévues démontrent aussi la qualité de réflexion que vous avez déjà engagée avec les professionnels de santé. Et donc, évidemment, vous avez compris, vous pouvez compter sur mon soutien, sur les équipes du ministère. Je vais tâcher aussi de sensibiliser au maximum mon homologue à la santé pour que, évidemment, ce soit un projet qui soit porté par nos deux ministères, ce qui est indispensable pour le changement nécessaire. Et puis, voilà, moi, ce que je peux vous souhaiter, c'est évidemment un bon congrès. On ne sera pas sans se revoir. Je parie qu'il y aura d'autres rendez-vous parce que vous êtes évidemment extrêmement moteur sur ces sujets. Donc, n'hésitez pas évidemment à me reproposer une visite. Mais voilà, je vous souhaite vraiment un très bon congrès. Et puis, je vous remercie de votre attention et au plaisir de continuer avec vous quelques temps sur cette matinée.